Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Vous êtes né en Algérie, vous êtes algérien, vous vivez toujours aujourd'hui en Algérie. Selon vous, le monde arabe a une sorte de problème avec la sexualité. Le monde qu'on appelle arabe a un problème avec la sexualité, a un problème avec la femme en règle générale, a un problème avec le désir du monde et avec l'autre en règle générale. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause d'une culture mal interprétée? Est-ce qu'à cause du poids des traditions dans une société qui est encore très conservatrice? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce qu'à cause des lois, des religions? Il y a beaucoup de pistes, mais toujours est-il que nous avons un problème avec le désir du monde. Est-ce que vous pensez que ce que vous appelez un problème avec le désir du monde peut être une des sources de la violence, du radicalisme religieux islamiste? Est-ce que ça peut avoir un lien? Pour moi, c'est la principale source. La principale? Oui, pour moi, c'est la principale source. Parce qu'on peut parler de raisons économiques, mais il se trouve qu'on a des radicaux qui viennent de pays très très riches, plus riches que l'Occident. Donc il ne s'agit pas de problème économique, il s'agit d'un problème de conception de la culture, il s'agit d'un problème de la vision du monde. Donc en gros, pour simplifier, est-ce que ce que vous dites, c'est les djihadistes deviennent djihadistes parce qu'ils sont frustrés sexuellement? Est-ce qu'on peut simplifier comme ça? On peut, pour vraiment simplifier à l'extrême, oui, mais pas uniquement... C'est un peu réducteur peut-être. Exactement, mais ce n'est pas uniquement une frustration sexuelle au sens étroit du terme, c'est une frustration qui va au-delà. Il y a une misère sexuelle, certes, mais cette misère sexuelle induit une misère culturelle. Il n'y a pas de ballet, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas d'endroit où on peut embrasser l'être qu'on aime, lui tenir la main. Il y a des lois qui vous interdisent. Donc, c'est une misère sexuelle qui se traduit par une misère culturelle, qui se traduit par une misère de la religieuse. Est-ce que ce problème du sexe avec la religion, enfin, du fait que la religion essaie de cacher le sexe, elle est spécifique au monde arabe? Je n'ai jamais dit que c'est spécifique au monde arabe, j'ai dit que c'est le monde où je vis. Et donc je parle des problèmes que je subis. Et je parle aussi de ce qui se passe au niveau international, ce n'est pas spécifique. Le catholicisme a eu pendant 2 ou 3 siècles des tribunaux, une inquisition, chasse aux sorcières, des meurtres, de la douleur, des polices de mœurs. L'Occident ne s'est libéré du puritanisme catholique ou chrétien en règle générale qu'il y a un siècle, donc ce n'est pas très très loin. Alors, dans ce livre, Le peintre dévorant la femme, pour résumer, vous parlez d'un djihadiste qui se retrouve devant des toiles de Pablo Picasso, donc de femmes nues. On ne va pas raconter la fin, mais comment il évolue dans ce livre, le djihadiste, au fur et à mesure de son parcours dans le musée Picasso? À la fin, je pense qu'on revient à la question fondamentale. Qu'est-ce qui peut le sauver? C'est ça la véritable question. La véritable question, c'est quel est le salut possible pour cet homme-là? Comment on peut le guérir? Et moi, je pense que l'art, la culture peuvent guérir. Je peux vous donner une preuve qui est là. C'est que tous les fascismes, tous les nazismes, tous les régimes durs commencent par détruire la culture. Alors, si des gens aussi idiots pensent que la culture est importante, nous, on peut penser aussi qu'elle est encore plus importante qu'ils le disent. En 2016, il y a un collectif d'intellectuels français dans le monde qui vous a accusé, je cite, d'alimenter les fantasmes islamophobes d'une partie croissante du public européen. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a une majorité qui a peur, il faut l'écouter. Il y a une petite minorité qui manipule pour des raisons politiques, là il faut l'isoler. Ça c'est la première étape. La deuxième des choses, il ne faut pas que ce verdict d'islamophobie empêche de penser l'islam, de penser cette religion. Alors cette religion, elle n'est la propriété de personne. Qui est propriétaire de l'islam? Personne. Donc vous, moi, des gens dans cette pièce ou ailleurs ont le droit de réfléchir à cette religion, de l'interroger sans être taxés d'islamophobe. Il ne faut pas que ça devienne un tribunal contre les personnes qui essaient de penser cette religion. La troisième réponse, c'est que moi je vis dans ce monde-là. Je sais comment on regarde la femme. Je sais quelle violence elle subit. Parce que j'ai une fille aussi. J'ai une femme, j'ai une mère, j'ai des sœurs. Et je vis dans un monde où les libertés se rétrécissent. Le choix de la longueur d'une jupe à Paris par une jeune fille n'a pas le même sens que le choix d'une jupe portée par une Iranienne. Là-bas, ça coûte de la prison. Ici, ça peut être critiqué par la copine à côté. Ici, c'est un choix de couleur, mais ailleurs, c'est un choix militant. Ceux qui me critiquent parce qu'ils vivent ici, ils sont libres. On peut le faire dans le confort. Mais je leur propose d'échanger nos places. Alors, ces prises de position vous valent des menaces. Il y a notamment une fatwa, ce qu'on appelle une fatwa, donc un religieux qui appelle à vous tuer. Comment vous vivez ça? Je pense qu'il y a des femmes qui payent beaucoup plus que moi. Une lycéenne kidnappée par Boko Haram au Nigeria, je pense qu'elle souffre un véritable martyr. Moi, j'ai le beau rôle dans ce cas-là. Il y a des femmes qui ont un courage admirable.
Je ne veux pas les isoler, je ne veux pas qu'on n'en parle pas, mais je voudrais qu'on assume ce qui se passe là-bas et qu'on l'assume clairement. Je ne suis pas en train de dévaloriser mon pays pour survaloriser l'Occident, mais il se trouve que l'Occident, c'est le lieu où on peut embrasser sa copine dans la rue, en plein soleil, et là où je vis, si vous faites ça, vous tombez sous le coup de la loi.